On est aux portes de Narbonne. Juste derrière moi, les lumières blanches sont les lumières d'un quartier. Et au loin, ce que vous découvrez, eh bien, ce sont les flammes qui ont attaqué en milieu d'après-midi ce massif. Alors, il y a plusieurs points qui compliquent la situation des pompiers. Il y a plusieurs fronts ce soir, au moins 2, 3 fronts qu'on peut percevoir ici sur les hauts de Narbonne, à environ à 2 km à vol d'oiseau. On voit cette situation, on voit ces flammes qui progressent. Vous l'avez rappelé, Pauline, la nuit est tombée peu avant 22 heures ici. Jusqu'à 21h45, on a vu des rotations des Canadair, des bombardiers d'eau. Maintenant, le combat, il va se poursuivre au sol pour les 400 pompiers qui restent mobilisés. Alors, il va y avoir des rotations d'équipes également parce que le combat va être vraiment très, très difficile. C'est jamais très évident. Et puis, le vent est revenu. J'entendais tout à l'heure Kevin Fleury qui parlait éventuellement d'un vent qui pouvait se calmer. Mais ce vent, eh bien, on le sent ici sur les hauteurs de Narbonne, on le sent depuis quelques minutes, un vent qui est très très fort et ça, évidemment, ça va compliquer le combat des soldats au sol parce qu'il faut gagner mètre par mètre, mais ce sont des centaines d'hectares, vous le rappeliez, qui ont déjà été ravagés, qui ont été parcourus par les flammes et ce combat va se poursuivre toute la nuit. Évidemment, on l'espère demain. On espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts dans la nuit. Demain, à partir de 8h, 8h30, eh bien, les Canadair pourront reprendre leur balai dans le ciel pour aider les pompiers qui auront certainement combattu avec force durant toute la nuit. Merci Jean-Wilfried. Kevin, un point effectivement sur la situation météo qui est extrêmement importante, qui est scrutée par les pompiers, évidemment, puisque le vent c'est un carburant, ça permet aux flammes de progresser. Pour tous ceux qui nous rejoignent, vous nous disiez juste avant la pub, alors Jean-Wilfried nous dit là ce soir, moi je le sens Il a encore, raison, hein, il, oui, oui. il est encore très fort le vent, mais malgré tout, il est encore très fort, mais il a un peu baissé en intensité par rapport à cet après-midi, c'est ça? Oui, on avait des rafales entre 60 et 70 km par heure. Là, la dernière rafale, 53 km par heure, c'est déjà beaucoup, hein. 53 km par heure, quand on a un incendie d'importance avec voilà, différents fronts, c'est déjà énorme. Ce qui va dans le sens des pompiers, quand on regarde les ingrédients météo, c'est plutôt l'humidité ce soir. En ce début de nuit, on est passé à 68% de taux d'humidité, donc là, ça commence à devenir vraiment conséquent. Pour autant, voilà, le vent ne va pas Et on vraiment était à faiblir. combien de taux d'humidité cet On après-midi? était à moins de 30% par moment. Donc on voit bien hein, ce retour de l'humidité. Pour autant, voilà, le vent, ça reste quand même le facteur le plus grave, le plus sérieux. On l'a dit, il y a plus de moyens aériens pour attaquer depuis les airs l'incendie. Il y a différents fronts, il fait nuit. C'est compliqué pour les pompiers au sol voilà, d'avancer au gré des rafales de vent qui peuvent transporter encore au moment où nous nous parlons voilà, des cendres pour allumer des incendies un petit peu plus loin. C'est vrai que ce risque de départ de feu provoqué par des cendres est réduit un petit peu ce soir grâce au taux d'humidité, mais pour autant, il n'est pas nul, hein. Il n'est pas nul. La région de Narbonne, c'est une région qui est très sèche, qui souffre de la canicule, de la sécheresse, pardonnez-moi, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Évidemment, c'est plus grave encore à côté, dans le département limitrophe des Pyrénées-Orientales, mais on est quand même sur des zones où voilà, la situation pour voir des incendies d'ampleur perdurer pendant plusieurs heures, et on l'a vécu depuis la mi-journée, est là. Et malheureusement, les prochaines heures ne vont pas dans le bon sens, avec de nouveau une réactivation des rafales de vent de la tramontane, hein, dès demain matin, avec sans doute plus de 70 km par heure. Et l'Aude ainsi que les Bouches-du-Rhône et le Var étaient en vigilance rouge, vigilance maximale justement liée à ces conditions météo extrêmement compliquées, extrêmement propices au départ d'incendies d'ampleur. Ludovic Pingano, comment les pompiers de nuit progressent-ils face aux flammes sans l'appui des moyens aériens? Alors, ils vont pas progresser à l'intérieur du feu, hein. L'objectif ce soir pour eux, c'est avant tout d'arriver à fixer ce feu, c'est-à-dire arriver à le contenir, éviter qu'il continue à se propager. Ça, c'est vraiment important. Donc, le commandant des opérations de secours va mobiliser l'ensemble de ses moyens et va tenter de les répartir tout autour du feu. Il va mettre en place une vraie stratégie d'extinction. Une vraie stratégie opérationnelle en mettant en place ce qu'on appelle des lignes d'appui, à savoir plusieurs camions, plusieurs engins feux de forêt, les uns derrière les autres, qui vont se positionner à un endroit en sécurité, attendre que les flammes arrivent vers eux et au moment propice, ils vont pouvoir attaquer le feu avec les moyens. Donc ça, c'est quelque chose d'important, ça se calcule, c'est vraiment un dispositif qui est réfléchi, qui pour autant reste dangereux, mais c'est tout ce travail qui va être fait cette nuit. Et puis sur certains endroits un petit peu plus sensibles, il peut y avoir également des reconnaissances qui sont faites avec des hommes, des troupes au sol qui vont tenter là encore d'aller chercher les flammes qui sont plus embêtantes et qui pourraient demain matin générer des sautes de feu
et générer d'autres difficultés. Donc c'est vraiment tout ce travail de fourmi qui va être réalisé toute la nuit jusqu'à demain matin, en attendant le retour des avions. Donc d'une part, les Canadair qui vont attaquer le feu avec de l'eau, et les Dash également qui vont, eux, pouvoir larguer du retardant. Là aussi, ça rentre dans la stratégie d'extinction d'un feu de forêt. Ce retardant va être positionné à certains endroits stratégiques pour que quand les flammes arriveront sur cette zone-là, le feu naturellement s'arrêterait parce qu'il ne pourra plus, puisque la végétation ne pourra plus brûler. Et il y a énormément de moyens qui sont engagés, près de 750 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs qui sont mobilisés. C'est la sécurité civile qui a communiqué dessus. 6 Canadair, 3 Dash donc en renfort, donc pour l'instant qui sont au sol en attendant le matin, et 3 hélicoptères et 2 avions bombardiers d'eau qui sont venus renforcer aussi les moyens nationaux. Donc beaucoup de moyens déployés pour faire face à ces flammes. 1450 hectares déjà partis en fumée avec des conséquences sur les routes. Image impressionnante de l'A9. On vous l'a montré tout à l'heure, on vous la remontre avec de nombreux rescapés de naufragés de cette autoroute A9 qui a dû être fermée. Vous voyez les flammes qui lèchent l'autoroute à tel point que des camions, des voitures ont dû faire marche arrière. Bonsoir Adelin Rossignol. Vous étiez au niveau, vous, de la sortie de Sigean. Racontez-nous ce que vous avez vu. On voyait rien en fait, c'était de la fumée, des flammes, des voitures arrêtées, ça avançait vraiment très peu, c'était vraiment très dangereux et très compliqué de passer, de se faire un chemin quoi. Et l'autre côté, c'était quasiment à l'arrêt, il y avait encore 2-3 voitures qui passaient mais vraiment pas plus. Ça devenait vraiment très très dangereux. Sachant que juste avant, on n'avait pas été prévenu que on n'allait plus rien y voir, quoi. Mais vos images, Donc, on les découvre, Adelin Rossignol. Les images qui sont à l'antenne en ce moment, ce sont les images que vous nous avez fait parvenir. Elles sont sidérantes, ces images. Les flammes, elles sont vraiment en bordure d'autoroute. Oui, on était encerclés. À droite, il y avait des flammes. Au milieu, il y avait des flammes. Et à gauche, des flammes aussi. Donc, vraiment très, très dangereux, quoi. Et vous avez paniqué en voyant ça? Vous avez réagi comment, vous? Ouais. C'était compliqué. Il fallait vraiment garder son calme et continuer à avancer pour sortir assez rapidement, mais en faisant attention aux autres aussi. Et pour continuer la route, quoi. Mais sans mettre en danger les autres parce que on n'y voyait vraiment rien du tout. C'était vraiment très sombre. On avait l'impression que c'était la fin du monde, quoi. Et vous aviez déjà connu une situation pareille? Non, non, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'était inattendu, quoi. Enfin, on a été prévenu par mon beau-père qu'il y avait un énorme incendie qui avait débuté, quoi. Ouais. Mais jamais je me suis dit bon, ça va passer, quoi. On a écouté la radio, ça disait il y avait très peu de nuages, de fumée qui prenaient l'autoroute. Et sauf que en fait, quand on est arrivé, on n'y voyait vraiment plus rien du tout, quoi. Mhm. Et combien de temps vous avez mis au total pour rentrer chez vous? Je sais pas. Ça nous a perturbé sur peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Mais après, pas plus que ça, parce qu'on était déjà, on est arrivé, je pense, pile au moment où ils allaient vraiment fermer l'autoroute. Donc on était vraiment, je pense, les derniers à passer avant vraiment que ce soit pire que ça, quoi. Une question sur les autoroutes, on a des PMV, des panneaux à messages variables, des panneaux lumineux. Est-ce qu'il était indiqué qu'il y avait un incendie, une sortie obligatoire sur l'autoroute que vous avez empruntée? Non, il y avait juste marqué incendie en cours, mais il y avait pas de panneau indiquant qu'il fallait sortir plus tôt ou quoi que ce soit, quoi. Vraiment pas du tout. Même quand je vous dis à la radio, on avait entendu qu'il y avait de légers nuages de fumée sur l'autoroute, mais pas à ce point-là, vraiment pas à ce point-là, quoi. Ouais, aucun message, aucune alerte, ce que vous dites. Enfin, vous attendiez vraiment pas à cette situation. Et dans la voiture, Non, ouais. dans la voiture, on a coupé directement la clim, tout ça, parce que l'odeur commence à rentrer. Et puis même quand on était dedans, on commence à respirer vraiment la fumée, quoi. Vraiment les gaz. Mhm. Merci beaucoup, Adelin Rossignol, pour votre témoignage. C'est quand même sidérant quand on entend ce témoignage. Pas d'alerte sur les panneaux, pas d'alerte à la radio. Il s'engage sur l'autoroute. Et quand on voit les images
avec les flammes qui sont à quelques mètres des voitures, enfin juste de l'autre côté de la rambarde, l'autoroute. On a eu très chaud, on a un précédent historique en plus en Europe, hein, le feu du Pedro Gao Grande au Portugal en 2017, 66 victimes, 30 dans leur voiture. La voiture devient là pour le coup un endroit où on est absolument là pour le coup pas du tout en sécurité puisque on va avoir malheureusement sur ce type de situation des véhicules qui vont s'arrêter parce qu'ils ne voient plus rien. Donc, ou essayer de passer en force, et c'est la plus mauvaise idée parce qu'on se retrouve bloqué, on va bloquer des personnes à l'arrière et malheureusement, ben là, entre les pneumatiques, le carburant et la tôle, hein, qui est très bonne conductrice, donc vraiment dans ces cas-là, quand on le peut, ben, essayer évidemment de revenir en arrière coûte que coûte pour éviter évidemment Là, d'être on a quand pris même des en situations étau. où on voit effectivement des camions, des voitures qui font demi-tour sur l'autoroute. Oui, mais bien c'est sûr, aussi, pour éviter d'être pris en étau. Et cette catastrophe hein, du Pedro Gao Grande a aussi poussé les autorités européennes à mettre en place ce système qu'on appelle en France FR Alert, PT Alert au Portugal, parce qu'on avait perdu ses capacités de transmission, à la fois au sein des autorités, mais aussi beaucoup moins de ressources humaines pour aider les populations à faire face. On a quand même du mal à comprendre, Kevin, pourquoi l'autoroute n'a pas été fermée plus tôt, sachant qu'on savait que le département était en vigilance rouge. Alors en effet, alors après pour avoir travaillé au 107.7 pour une radio d'autoroute, c'est vrai que pour couper une autoroute, il faut du temps. Généralement, il faut des instructions claires des autorités. Il faut que les femmes, les hommes en jaune, les patrouilleurs comme on les appelle, installent des cônes. Bon, c'est vrai que là on n'a pas tous les éléments, mais bien souvent on a des messages dans un premier temps lumineux qui s'affichent au-dessus des autoroutes sur les panneaux. Et ensuite, vous avez l'intervention des services de sécurité qui viennent déposer des cônes. Après, ce qu'il faudrait aussi étudier, c'est voir si on avait des sorties d'autoroute rapidement et disponibles en effet dans la zone. Parce que pour avoir écouté la radio d'autoroute dans cette zone, visiblement, plusieurs véhicules ont été évacués par des accès de service qui sont habituellement réservés aux gendarmes, aux pompiers. Donc voilà, ça n'a peut-être pas non plus été si simple que cela pour les services autoroutiers qui voilà, se sont peut-être aussi retrouvés face au pied du mur et avec un dépassés. incendie qui a progressé extrêmement vite. Et rappelons aussi, quand même que cet incendie est remarquable et a progressé très très rapidement. Justine Barrault, vous êtes, vous, à Sigean, vous êtes à côté justement de la Neuve, à proximité d'une sortie de l'autoroute de la Neuve, dans une zone commerciale où se retrouvent en fait les rescapés, les naufragés de cette autoroute, à la fois des camionneurs, tout à l'heure vous étiez avec un routier, mais aussi des vacanciers. Oui, ici sur ce parking de supermarché, on voit de nombreux poids lourds qui depuis 18 heures ont été obligés de venir se garer. Il y a des routiers, mais il y a aussi des vacanciers comme Sandrine qui est ici depuis 18 heures et qui nous vient d'Espagne. Sandrine, vous avez été forcée à quitter cette autoroute. Oui, tout à fait. On nous a petit à petit dirigés vers une sortie sans nous donner aucune explication. Hein. On est parti sur une autoroute de 4 voies et on a terminé sur une voie et on a dû sortir sans savoir où on sortait. Moi, je suis arrivée en Espagne vers 4 heures à peu près. 1 heure après, on était bloqués. Il y avait énormément de camions de pompiers. Et voilà, et on est ici sans beaucoup d'indications. Et puis moi, je m'apprête à passer la nuit dans ma voiture parce que je ne sais pas où aller. Et puis ça n'arrête pas d'arriver, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, on n'a pas d'informations, et puis surtout c'est un endroit un petit peu perdu, on ne sait pas s'il y a des hôtels. Donc oui, c'est compliqué pour un premier jour de vacances, j'avoue que ça va être fatigant, voilà. Alors comme Sandrine, ils sont nombreux à peut-être s'apprêter à passer la nuit dans leur voiture ou aux hôtels environnants. Pour l'instant, on ne peut pas rentrer sur l'autoroute A9. Merci Justine Barrault et merci à Maxime Meunier qui vous accompagne. On continue de suivre avec vous l'évolution des flammes et la façon dont vivent cela à la fois les automobilistes, les vacanciers aussi, nombreux sur la route aujourd'hui. L'évolution de cet incendie avec le préfet de l'Aude, Christian Pouget, qui était tout à l'heure notre invité et qui a fait un état des lieux. Et il s'attend lui aussi à une nuit difficile. Le feu est toujours actif. Il a parcouru effectivement plus de 1400 hectares. Parcouru, ça ne veut pas dire que tout a brûlé. C'est-à-dire que le feu va tellement vite que, eh bien, ça peut laisser des poches de végétation intactes, mais la totalité du parcours du feu est effectivement de l'ordre de 1400 hectares.
Sur l'ensemble des moyens aériens a été mis à la disposition des pompiers et 500 pompiers sont effectivement sur place. L'objectif principal, il est clair, il est évidemment de protéger les personnes et les biens. C'est pour ça que j'ai donné des consignes de confinement pour les habitants, parce que vous comprendrez bien que prendre sa voiture, c'est avoir un risque supplémentaire, et donc les pompiers sont en défense des maisons. 3-4 maisons ont vu leur toit comment dire, enflammé. Les évaluations sont en cours, mais il n'y a à ce stade eu aucun blessé. On nous a signalé le cas d'un garçonnet qui serait blessé, mais nous n'avons pas eu cette confirmation. Du côté des pompiers, un groupe de feu a aussi eu un peu chaud, mais rien de grave sur ce sujet. Ce qui est clair à cette heure, c'est que le feu n'est pas maîtrisé et que donc la nuit va être longue. On dit que ça serait un mégot jeté sur le bord de la route. Ce n'est pas confirmé. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours et donc le procureur communiquera certainement s'il a des éléments sur cette question dans les jours qui viennent. Dès lors qu'on est dans une maison en dur, on est bien mieux protégé que dans une voiture avec des flammes autour. Donc, ce sont les habitants de Bages, les habitants de Périac-sur-Mer, les habitants de certains quartiers de Narbonne qui ont demandé de rester confinés à leur maison. Les pompiers sont autour, veillent sur la protection des maisons. Et si les choses s'aggravent, à ce moment-là, évidemment, des ordres différents seront donnés. Mais à ce stade, il est préférable de rester confiné. Vous imaginez que les routes sont très difficilement praticables et donc il ne faut pas rajouter du trafic automobile pour ne pas gêner l'intervention des secours. La fermeture d'une autoroute, c'est pas en un claquement de doigts. La décision a été prise assez vite. Après, vous avez, chacun le sait quand il conduit, vous avez sortie obligatoire, mais vous n'avez pas forcément sur le devant de la chaussée les cônes qui ferment l'autoroute. Eh bien, certains se sont engagés malgré les dispositifs qui donnaient des sorties obligatoires. Il a fallu que la fermeture soit effective avec la gendarmerie pour arriver. Mais si vous voulez, l'ensemble des véhicules a été évacué assez rapidement par les sorties de service. Mais je vous confirme, enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Le feu était extrêmement près de l'autoroute. Il est allé très vite, ce feu, très très vite. Il y a eu des rafales à 70-80 km/h et donc il a parcouru un nombre d'hectares important de manière très rapide. Voilà pour les propos du préfet qui faisait un état des lieux. Il expliquait, le préfet, tout à l'heure, que le feu continuait sa progression, qu'il allait arriver sur l'étang de Bages. Donc, a priori, l'étang qui va faire coupe-feu naturel. Donc, il dit, voilà, vers l'avant, ça va s'arrêter. En revanche, ce qui nous inquiète, c'est les côtés, c'est les flancs. Et là, tout l'enjeu, c'est de limiter la progression sur les côtés. C'est ça, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, tout ce dispositif qui doit être mis en place, qui doit être positionné, justement pour éviter à la fois la propagation sur les flancs, donc sur les côtés du feu. La propagation du feu, ça fait un cône. Sur les cônes, on retrouve les flancs. Et ensuite, on a devant ce qu'on appelle la tête du feu. Et donc là, l'objectif, c'est d'arriver à positionner un maximum de moyens pour à la fois empêcher sa propagation sur le front de flamme, donc sur la tête de feu, et éviter toute propagation sur les flancs, là où il est un petit peu moins virulent. Donc il s'agit de, finalement, fermer progressivement ce cône dans la nuit pour que finalement la partie la plus virulente demain matin soit la moins longue possible pour que finalement l'action des avions avec l'appui des moyens terrestres soit les plus efficaces. Avec ces flammes qui continuent de progresser, on voit ces images en direct de Narbonne. Vous me disiez, Ludovic Pingano, sur l'A9, quand on voit les images de l'A9 avec ces flammes qui sont vraiment tout près des voitures, ces fumées, ces automobilistes qui ont dû faire demi-tour. Vous me disiez, on n'est vraiment pas passé loin de la catastrophe. On est passé, je crois, à 2 doigts de la catastrophe, puisque ces voitures qui sont engagées sur la 9, qui se retrouvent bloquées dans la fumée, ça génère un effet de panique. On l'a compris dans votre reportage. Des conducteurs ont voulu faire demi-tour pour revenir à contresens sur l'autoroute, pendant que d'autres voitures, eux, allaient dans le sens de la circulation. Il n'y a pas eu d'accident. Fort heureusement, mais ça aurait pu être le cas. Et là, ça aurait pu être dramatique. Gaël Musquet, tout à l'heure, rappelait l'accident au Portugal il y a maintenant de nombreuses années, mais beaucoup plus récemment.
On a eu comme ça des gens qui ont été pris par les flammes en Grèce et qui ont été pris par le feu, qui malheureusement sont décédés dans les flammes. Donc on est vraiment passé à deux doigts. Moi, je comprends que la situation était extrêmement compliquée à gérer. D'après les propos du préfet, on comprend que quelque part ils se sont fait piéger, que ce feu s'est propagé beaucoup plus rapidement que ce que le travail d'anticipation a pu calculer. Ça aussi, c'est pas une science exacte. On a des vitesses de propagation du feu qui, sur un feu comme ça, vont être de 2, 3, 4 km par heure. Mais parfois, en fonction d'un niveau de sécheresse, par rapport à un relief, par rapport à une force de vent, par rapport à des rafales, on peut avoir des vitesses de feu qui font 7, 8, voire 10 km/h. Donc vous comprenez que c'est extrêmement rapide et qu'on peut se faire piéger. Mais là, je crois qu'on est vraiment passé à deux doigts de la catastrophe. Oui. On est passé à deux doigts de la catastrophe. Vous dites, Kevin, vous vouliez ajouter un mot ? J'ai une précision importante. Par exemple, sur l'A61, il y a 20 km sans sortie. Donc voilà, il faut faire attention, bien étudier en effet les autoroutes. Parfois, ça peut être très difficile de dire aux personnes en amont, sortez quand il n'y a pas de sortie. Il faut ouvrir des accès de service qui sont habituellement réservés aux équipes de secours. Après, ce qui nous interpelle, c'est qu'il y avait quand même un automobiliste qui nous disait tout à l'heure, on n'a pas eu d'avertissement, il n'y avait pas de message sur les panneaux, à la radio non plus, donc on savait qu'il y avait un risque, mais lui, il a été prévenu par quelqu'un de sa famille qui lui a dit, voilà, il y a un gros incendie du côté de Narbonne. Donc effectivement, ça interpelle, surtout qu'il y a un dispositif qui s'appelle FR Alert, qui n'a pas été déployé. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, Gaël, vous nous expliquerez pourquoi il n'a pas été enclenché, ce dispositif. Mais d'abord, priorité à nos reporters qui sont sur le terrain. On le disait, l'A9 a été coupée, l'A61, il y a 2 départementales aussi qui ont été fermées et tout le réseau secondaire qui a été saturé. Marie-Rousse a entraîné une pagaille, donc cet incendie sur les routes, et beaucoup de contretemps pour tous les automobilistes qui s'y trouvaient. Oui, effectivement. En tout cas, ce que vous pouvez voir sur les images de Lucas David, c'est que le feu reprend de plus belle à l'heure où on se parle. 4 foyers de feu sont assez impressionnants. En tout cas, les flammes sont encore vives à cette heure-ci et les conditions météorologiques, elles ne facilitent pas le travail des secours qui sont mobilisés depuis 15 heures, heure à laquelle le feu s'est déclaré. 1400 hectares ont déjà brûlé. C'était le chiffre donné à 20 heures. Maintenant, on imagine que encore plus d'hectares ont brûlé. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est que les pompiers sont largement mobilisés. On voit les camions aller vers là où il y a les incendies depuis tout à l'heure avec Lucas David, et les moyens aériens qui ne peuvent plus intervenir puisque la nuit est tombée. Des habitants qui regardent ce spectacle assez désolant depuis là où on est. On est avec justement Émilie, une habitante qui est très émue de voir la région flamber à une vitesse folle ce soir. Oui, complètement. On a été très perturbée de voir ça. Je me suis déplacée parce que de par les réseaux sociaux, on a vu les appels à l'aide d'une écurie qui a complètement cramé ou dans le désespoir, elle a lâché les chevaux en pleine nature. Et on ne sait pas où sont les chevaux. On a voulu prêter main forte parce qu'on a vu les appels, mais on ne peut même pas passer. En fait, ils nous empêchent de passer parce que l'incendie est trop important. Donc, vous habitez pas loin. Votre quartier, pour l'instant, n'est pas touché. Non, mais vous êtes assez inquiète, en tout cas pour les habitants aux alentours, notamment sur la commune de Bâche, qu'on voit au loin, où le feu reprend de plus belle depuis ce soir. C'est ça. Oui, c'est ça. On voit que ça, les flammes qui dépassent. Mais on ne peut rien faire. On est juste là. On ne peut rien faire. Désemparés ? Désemparés, on est complètement démunis en fait. Complètement démunis. Et nous qui avons des animaux, on voulait prêter main forte, on ne peut même pas. On a vu les messages d'appel à l'aide de la dame qui a perdu l'écurie. Il y a des chevaux qui sont morts. J'ai vu par les réseaux, elle a marqué qu'elle a perdu des chevaux. Et on n'imagine même pas le désastre que c'est là-bas. On peut juste voir le brasier. Merci beaucoup Émilie. Vous l'aurez compris, Émilie, elle est très émue comme tous les habitants ici qui regardent le feu depuis plusieurs heures en espérant qu'il s'éteigne. Même si l'espoir n'est plus là à présent, le feu est loin d'être d'être maîtrisé. Ce que l'on peut vous dire en tout cas sur les égarés de la route, c'est que le parc des expositions de Narbonne a été réquisitionné pour approvisionner les personnes, les automobilistes en eau, en nourriture, le temps que l'autoroute soit fermée, le temps qu'ils puissent retrouver leur chemin. Le feu qui est loin d'être maîtrisé, les pompiers qui vont rester mobilisés tout au long de la nuit, et puis les autorités qui appellent à la plus grande vigilance, à la plus grande prudence. Pour rappel, les villages aux alentours de ce feu ont été confinés. Une commune a été évacuée puisque des habitations ont été touchées, 4 habitations au total. Actuellement, le feu progresse au niveau de la commune de Bâge et de Périac de Mer.
Merci Marie Roux et merci à Lucas David qui est avec vous. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Effectivement, Pérac-de-Mer et Bages qui sont confinés. Plusieurs quartiers également de Narbonne. Tous les ingrédients, Fanny, étaient là pour permettre cet incendie d'ampleur. À la fois cette vague de chaleur qu'on a connue, le manque de précipitations depuis la mi-mai, manque de précipitations répétées. Et puis la sécheresse. Il faut parler aussi de cette sécheresse. Je regardais 18 départements qui sont déjà en situation de crise. Ouais, vraiment, tout est là. Malheureusement, une situation qui se répète. On a un sentiment de déjà-vu et tout ça, ça ne va pas s'améliorer avec le temps. C'est clairement l'illustration la plus frappante, ces feux de forêt, du changement climatique et de ses impacts. Et en fait, il faut se dire que les feux de forêt, c'est à la fois une illustration, mais c'est aussi un carburant de la crise climatique. Parce qu'en brûlant, ces forêts, elles réémettent dans l'atmosphère les gaz à effet de serre qu'elles ont absorbés. Donc, elles contribuent à l'augmentation des températures. Et donc, c'est véritablement un cercle vicieux. Donc, il faut vraiment se dire qu'en fait, le changement climatique, il est en train de doper ces événements qui ne sont pas du tout naturels. Il faut arrêter de parler de catastrophe naturelle. C'est réellement la catastrophe climatique qui s'abat sur nous. On est probablement en train de vivre l'été le plus frais du reste de notre vie. Il faut de toute urgence tout faire pour sortir de l'ère des énergies fossiles, tout faire pour s'adapter. La France a mis plus de 2 ans, le gouvernement a mis plus de 2 ans à sortir, à accoucher d'un plan national d'adaptation qui reste absolument sous-financé. C'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat qui a sorti un rapport absolument cinglant la semaine dernière, montrant que la France est absolument en retard, qu'il y a besoin d'un sursaut sur l'action climatique. Donc bien sûr, là, on est dans l'urgence. Donc j'ai l'impression, ce discours-là, de l'entendre chaque été, alors je ne vais pas dire catastrophe naturelle, mais catastrophe climatique, comme vous dites. Bah oui, mais en fait, il faut continuer à le répéter. Il faut surtout que les citoyens et les citoyennes s'en emparent et demandent des comptes au gouvernement. Cette année, ça va être les 10 ans de l'accord de Paris. Et franchement, le cœur, il n'est pas du tout à la fête. Et quand on a un président de la République qui se déclare champion pour le climat, alors qu'on voit que le rythme de baisse des émissions en France, certes, on continue de baisser, mais est très très bas, eh bien on sait qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie pour se protéger, pour se prémunir. Mais avec une politique qui se joue aussi à l'échelle internationale, et il y a aussi des difficultés du côté des États-Unis, avec un président américain qui a encore montré son climato-scepticisme avec les inondations au Texas.